on ne veut pas être ailleurs. Pourquoi ? Parce que c'est notre métier, parce qu'on l'aime, parce qu'on aime les mecs à qui on y va, parce qu'on est une meute, parce qu'on a envie d'être là et qu'on a envie de faire le mais moi, c'est très basique. Il faut y être, ok. Oui, il faut y être parce que c'est là que je vais mettre en application ce que j'ai appris. Et nous, notre métier, c'est un métier de technicien. Bonjour, bienvenue dans notre podcast United We Conquer by Pearl. Aujourd'hui c'est l'épisode 3.9. Nous sommes toujours avec Stéphane Lebihan, ancien commando marine et nageur de combat. Nous l'avons suivi dans les épisodes précédents des plages de Mogadiscio jusque dans certaines vallées de l'Afghanistan. Nous allons faire un focus à l'occasion de ces déploiements sur l'Afghanistan. Et Stéphane a fait plusieurs déploiements dans ce pays. Et nous allons faire un focus sur le besoin de sens, sur la signification, sur le pourquoi les gens font les choses, et notamment lorsqu'il y a un engagement qui est très fort, qui peut conduire à des prises de risques, à du danger, et des fois à des pertes. Et nous allons entendre à travers l'évolution du regard, de la perception que Stéphane a eue de ce pays, et de la population également, qu'il a croisé dans ce pays. Nous allons voir comment il a dû répondre à ce besoin de sens et quelle réponse il a apporté. Je vous laisse écouter. Je repars une deuxième fois en Afghanistan comme chef de patrouille nageur, avec des mecs du B et du D, parce que justement ça manque d'officiers, donc ça m'empêche pas de partir en mission. Et pas uniquement sur des missions marines. Ouais. Et donc là, tu pars sur combien de temps là en fait en Afghanistan? C'est une mission de 4 mois. Là, on repart sur du 4-5 mois. Ouais. C'est 2006, donc moi j'arrive en 2005. À Noël 2006, je me barre là-bas jusqu'au printemps, quoi. Et puis c'est la mission sur laquelle Lepage est décédé, mais encore une fois, moi j'étais pas dans le tic. Hein, donc, on a relevé les gars de Trépel pour qu'ils puissent veiller le corps. On les a relevés sur zone, mais nous on n'était pas sur zone. Et puis après on rentre, on se tape les narcops, c'est les premiers narcops en Méditerranée. C'est les opérations de lutte contre les narcotrafiquants là. Ouais. On va taper les GoFast au départ du Maroc, donc des embarcations rapides qu'il faut arrêter, et puis arrêter l'embarcation et puis après arrêter les mecs qui sont dedans. Donc là, c'est un mélange de savoir-faire entre le pilotage des étracos, les tireurs d'élite à bord des Ouais, c'est une coordination aérienne et nautique. Dans le cadre de l'action de l'État en mer, donc là on sort complètement du cadre, c'est le passage de l'un à l'autre qui est assez difficile. On est en Afghanistan, on est dans une opération de guerre, et là on bascule les mêmes mecs, en 15 jours, ils basculent sur de l'action de l'État en mer, et donc c'est une enquête de police judiciaire qui est menée, donc avec les mêmes risques que un flic qui te fait un contrôle et qui te fait une NAL, quoi. Les mêmes contrats complètement différents. Un cadre d'emploi des armes complètement différent. Il faut bien briefer les mecs, faut bien se passer de l'un à l'autre. On n'est plus en Afghan en open bar. Je reviens juste en arrière un tout petit peu sur l'Afghan. Tu dis on n'était pas dans le tic où il y a eu un marin qui a été tué. Mais est-ce que pour le coup, tu disais que sur la mission précédente, le premier déploiement en Afghanistan, finalement il y avait eu très peu d'engagement direct. Il y en a eu un à ma connaissance pour une ER du 13, une équipe de recherche du 13 qui s'était fait détecter. Il a été un petit peu tiqué par un isolé. Mais... Et pour le coup, il y a ça tique comme tu dis plus ce coup-là ou pas du tout en fait. Bah écoute, nous non, on tique pas. Après il y a plus de menaces IED. Ouais. Donc c'est l'IED c'est des engins explosifs mis sur le bord de la route là qui sont télécommandés. Il y a une voiture suicide qui jette sur un convoi, sur une équipe du 13. Et nous on tique pas. Là encore on tique pas. Autant on voit, je pense qu'on imagine assez facilement ou plus facilement comment on s'entraîne pour combattre un ennemi qui va tendre une embuscade, qui va essayer de nous attaquer.
autant contre des explosifs, contre ce type d'embuscade un petit peu sournoise entre guillemets, où il y aura même pas la présence de l'adversaire en fait à ce moment-là. Comment on se prépare à ce genre de choses? Bah là déjà il y a un changement de portage entre le 1 et le 7 dans les mentalités. Par exemple sur le 1 on disait les choses c'était non, nous il y a la Highway Force, c'est la rue principale qui rejoint Kandahar au Pakistan en passant par Spinball Lake, et là-dessus ça circule à mort. Et donc les Américains, eux, avaient des gros panneaux sur leur voiture quand ils font des convois. La première bagnole, ils avaient un gros panneau, garez-vous quand on passe, et sinon on vous tire dedans. Et c'est ce qu'ils font, pour éviter les voitures suicides. Parce que quand on commence à avoir un peu trop d'IED, un peu trop de voitures suicides, donc on met des pancartes sur nos convois, interdiction de doubler, garez-vous sur le côté, la bagnole de devant, là, garez-vous sur le côté, et puis la bagnole derrière, il y a un truc interdiction de doubler, sinon on tire. Voilà. Et d'ailleurs, moi je tirerais une fois, alors là c'est un coup de bol, je sais pas, où il y a une bagnole qui arrive à fond vers nous, qui s'est pas mis sur le côté, et moi je suis dans la bagnole de tête, et du coup j'ai tiré dessus à l'arme de poing, et j'ai crevé le pneu. Parce que le mec derrière, il me dit putain, ils sont arrêtés, ils ont crevé. Le mec est à côté, putain, pas mal. Bon, c'est coup de bol, hein, je sais pas, voilà. On s'isole en faisant ça, mais bon, c'est comme ça. Et ça, c'était impensable. On s'isole de la population. Bah ouais. Et c'était impensable sur un RS1. Sur un RS7, on commence. Parce qu'il y a eu, je te dis, il y a la casse avec les bagnoles qui ont sauté sur des IED à l'entrée du camp, il y a eu quelques morts entre temps, il y a eu des blessés, beaucoup plus que de morts en tout cas, et du coup, les mentalités ont changé. On commence à s'installer dans la guerre, là. Et donc, on n'est plus sur le même portage. Donc c'est plutôt dans les règles d'engagement que ça change. Sur le matériel ou sur le matériel, on nous explique que nous on saute de la bagnole, donc on doit être content. On nous met quelques brouilleurs, les premiers brouilleurs arrivent. Ouais. Donc deuxième passage effectivement à Spinball Lake. Ouais. Est-ce que t'es content d'en partir en fait à ce moment-là, super content. Ouais, je pars comme chef de patrouille en plus. Donc j'ai mes 12 mecs, je suis chef de la patrouille du Vert. J'ai mes 12 mecs, c'est 12 mecs que je connais depuis longtemps, je suis content, tout va bien. La vie est belle. Sur cette mission, en fait, donc t'es content de partir, c'était un petit peu la question que je posais juste avant, t'es content de partir, pourquoi t'es content de partir en fait, d'ailleurs? SQN Tamac, il est content de pas faire la Coupe du Monde. C'est là que se jouait la Coupe du Monde. Non, mais c'est le but du jeu de partir en opération. Il n'y a pas un mec qui peut pas être sur la feuille. Mais finalement, on pourrait se dire que t'es déjà allé, t'as déjà vu. On s'en fout, ça. On peut faire le Mont-Saint-Michel 5 fois, la marée est pas la même, le soleil est pas le même, et c'est toujours aussi beau. Bon, les opérations, c'est pareil. Non, ça change, et puis c'est l'endroit où faut être, quoi. Enfin, le mec qui est militaire à cette époque-là, il fallait passer par là. Mais il a envie d'y aller, enfin. On a envie, on s'entraîne pour ça. Donc, forcément, dès qu'on a une occasion de partir en mission, c'est super égoïste, c'est tout ce qu'on veut. Mais c'est la règle. C'est comme un joueur de foot qui joue pas de match. Enfin, je sais que tous les mecs avec qui je pars sont contents de partir, moi je suis content de partir, et puis c'est l'aboutissement de... Enfin voilà, on s'entraîne pas pour rester à l'entraînement. L'entraînement en soi, c'est pas une fin, quoi. La finalité, c'est les opérations. Donc on saute sur toutes les opérations qu'on peut faire du moment. Et pour le coup, t'as l'impression d'appliquer tout ce que t'as appris, en fait, depuis, est-ce que t'as... Et même plus, parce que la mise en pratique, déplacer des groupes sur le terrain, on monte des embuscades à 6 par moins 17 toute la nuit, enfin voilà, on traque, on cherche, on court après l'ennemi sans arrêt, donc il faut essayer d'être imaginatif, il faut essayer de le choper, il faut essayer de le surprendre, et ça c'est un travail, c'est super, c'est super. Et tu dis, on n'a pas de tic, mais on passe notre temps à courir après l'ennemi. Le but du jeu, c'est ça, c'est d'en taper. Hein. Mais donc, est-ce que pendant la durée de la mission, tu envoies, en fait... Ouais. D'accord. Mais pas dans le bon secteur, pas dans trop loin, trop au milieu des gens, trop... Oui, on en va, ouais. Un mec qui court trop vite... oui, hein, les mecs, c'est des cabris, hein. Les mecs qui courent au milieu des rochers pour les taper, c'est compliqué. Ouais, donc tout ça... Faut pas croire que les mecs attendent d'en prendre une. Hein. Comment Faut pas croire que les mecs attendent d'en prendre une. Ils se cachent, ils manœuvrent, ils se déplacent. C'est le tarif. Et est-ce que, justement, en fait, entre le premier, le deuxième, le troisième déploiement en Afghanistan, tu vois que cet ennemi s'adapte à vous, aux forces étrangères, peut-être même aux forces françaises en particulier? Non, alors aux forces françaises en particulier, peut-être pas. Mais ils le disent.
ils s'adaptent et ils le disent. Moi, en 2003, quand on passait discuter avec les gens, à Spin, là, parce il a fallu vraiment s'imprégner de la zone, là, parce que c'est quand même assez difficile à comprendre, hein, l'organisation tribale et tout, là-bas. Là, attention, hein, les mecs, ils envoient sur des fausses pistes, parce que ils ont un vieux contentieux avec la tribu d'à côté et tout, faut y voir clair, quand même. Et là-dessus, chapeau, on avait un 3 gallons du 13 qui faisait le renseignement, là, qui a réussi à démêler tous les chevaux, et il a vraiment fait un super boulot, hein. D'ailleurs, il a une très belle carrière, depuis, mais là, c'était vraiment, il a vraiment fait un super boulot, parce qu'on ne pouvait pas commencer sans ça. À comprendre son environnement, ça nous a pris quasiment le premier moment. Donc, et les mecs nous le disaient, ils nous disaient, en 2003, ils disaient, de toute façon, on verra ce que ça donne, votre truc. On verra. On a eu les Russes pendant 10 ans, on verra ce que ça donne. Et en 2006, ils nous disaient, bon là, vous commencez à nous emmerder, on va basculer. On va basculer taliban. Votre régime complètement pourri, Amin Karzai, qui détourne tous les fonds pour lui et on n'a aucun retour, ça commence à nous saouler. Donc on va basculer taliban. Mais ils nous le disaient, les mecs. Hein. Et puis en 2011, ils nous parlaient plus. Ils avaient basculé taliban. Voilà. Donc après, forcément, ça apparaît pas dans les comptes rendus. Hein. On nous disait tout va très mieux, on est en train de gagner la guerre des cœurs. Bon, on a vu ce que ça a donné. Hein. Les talibans, ils sont rentrés, il n'y a pas eu un mec qui s'est battu. Ils étaient où les combattants, là, tous les milliers et les centaines de milliers de mecs qu'on a formés, qu'on a payés, ils étaient où? Il n'y en a pas un seul qui s'est battu contre les talibans quand ils sont rentrés à Kaboul. En fait, on a fait leur guerre à leur place. On s'est battu pendant 20 ans à leur place. Quand t'es parti sur le premier déploiement, est-ce que tu t'es parti en te disant c'était là où il fallait être. C'était finalement l'aboutissement logique du métier que tu avais choisi de faire. Et est-ce que lorsque tu arrives sur place, tu reconnais des schémas, tu reconnais des situations qui te rappellent d'autres conflits que tu as peut-être vus de près ou de plus loin et qui permettent de déterminer peut-être un petit peu à l'avance, très très tôt, l'orientation, en fait, savoir comment on va sortir ce conflit. Est-ce que au départ, tu te dis ce conflit, on peut le gagner, ou est-ce que tu te dis, de toute manière, c'est déjà mal embouché? Non, alors moi, quand je rentre et que j'en discute à la maison, j'ai une discussion avec mon père, et je lui dis, de toute façon, la question, c'est pas de savoir Enfin, la seule question, c'est de savoir si ce qu'on laissera durera plus longtemps que ce qu'ont laissé les Russes en partant. Voilà. Les Russes en partant, leur truc, il a tenu 2 ans. Ce qu'ils ont laissé, le gouvernement qu'ils ont mis en place, a tenu 2 ans après le départ des Russes. Bon, maintenant l'histoire est écrite. Nous, ce qu'on a laissé, ça n'a pas tenu 15 jours. C'est tout. Non, on sait que c'est perdu. On sait que c'est perdu parce que les gens ont pas du tout notre culture, ont pas du tout envie qu'on soit là. C'est un truc qui... Et justement, cette compréhension, alors ça fait aujourd'hui les gens ils disent oui, alors s'il n'y a pas de tic, c'est pas la guerre, machin et tout. Mais ce travail de compréhension de l'imbrication des tribus, machin, de comment, donc ça impose de discuter, d'essayer de comprendre, de réfléchir et tout. Et là, on se dit, c'est indémerdable. C'est indémerdable le truc. Donc en fait, non seulement tu te dis très très tôt que finalement on connaît finalement l'issue de l'issue elle est connue. L'échéance, la date elle est pas connue, mais l'issue la seule question que je me posais, c'est est-ce que ça tiendra plus longtemps que ce qu'ont laissé les Russes? Et donc ce qui veut dire aussi en creux que tu t'es pas dit que c'était un conflit sur lequel finalement il fallait peut-être changer de méthode pour le gagner. De toute manière, vu la complexité du pays, de l'environnement, de la population, etc., on ne pouvait pas le gagner quoi qu'il en soit, quelle que soit la méthode. Ouais, moi ça me semble naturel. Et quand t'as les gens qui te disent les yeux dans les yeux, maintenant, là vous commencez à nous emmerder, on va basculer. En fait, il faut vraiment faut vraiment tronquer les comptes rendus ou ne pas vouloir comprendre ce qui est écrit dedans pour croire que ça se finira bien. Et donc tu pars sur un conflit que tu sais quasiment perdu d'avance. Ouais. Donc toi, c'est quoi ta motivation profonde finalement là-dedans pour partir là-bas? Tu dis moi c'est très basique. Il faut y être, ok. Oui, il faut y être parce que c'est là que je vais mettre en application ce que j'ai appris. Parce que je fais ce boulot-là pour être en opération. Je fais ce boulot-là pour aller chercher le combat. Les grandes considérations géopolitiques et tout, c'est pas mon sujet ça. Bien sûr. C'est pas mon sujet. Voilà. Et alors après on voit pas les choses de même façon quand on est plus vieux. Mais et en essayant de se remettre un petit peu dans l'état d'esprit de l'époque, sur ces 2 premiers détachements en Afghanistan, tu me dis si je suis emmerdant. Non.
La question que je veux te poser, c'est si dans ton premier détachement, s'il y avait eu un mort, si dans ton deuxième détachement, t'avais eu un mort dans ton groupe, comment t'aurais accepté la mort de ces gars-là? Alors, moi, je suis très mal à l'aise avec ça, avec ces motivations. Moi, si on m'avait posé la question, j'aurais dit je le fais parce que c'est mon job. Et moi, je ne vais pas plus haut que ça. Je pense que la meilleure réponse à ça, c'est la réponse à la réaction en cas de perte d'un mec. C'est la réponse qu'ont fait les épouses, les compagnes de Bertoncello et de De Pierrepont, qui ont dit, de toute façon, ils voulaient être là. Ils voulaient pas être ailleurs. Grosso modo. Quand on lit leurs interviews, c'est ça. On ne veut pas être ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est notre métier, parce qu'on l'aime, parce qu'on aime les mecs à qui on y va, parce qu'on est une meute, parce qu'on a envie d'être là, et qu'on a envie de faire le taf. C'est tout. Alors maintenant, on peut demander des grandes théories sur la liberté, les droits de l'homme, de la femme, de l'âne, de tout ce qu'on veut. La reconstruction d'un pays. Ouais, la reconstruction, c'est super, c'est vachement bien. Bien. Les gens qui se sont appuyés sur ces théories, qui ont expliqué aux familles des morts que leurs gamins, leur mari, leur frère, il était mort pour reconstruire un pays, pour la liberté, pour les grandes idées. Ils leur disent quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, tout s'est écroulé, là. Que les mecs se sont battus pendant 20 ans pour que finalement les mêmes talibans reprennent les mêmes places. Ils leur disent quoi aujourd'hui? Ça, pour moi, c'est de la foutaise. Et avec le recul, je suis très content d'avoir jamais eu ce genre d'argument. Et quand j'y suis retourné après comme capitaine, où là, on tiquait tous les jours, enfin, chaque sortie, on tiquait, ce que je leur dis, c'est, on est là pour faire le taf, sans faire un maximum et ramener tout le monde vivant. Voilà. Pourquoi t'es là? Je suis là pour ça. Voilà. Moi, l'Afghanistan libre, la femme libérée et tout, il suffisait de traîner dans les vallées pour voir que c'était une vaste connerie, une vaste fumisterie, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais, et c'est pas 3 Américains et 4 Français avec leurs méthodes et leurs phraséologies qui changeront quoi que ce soit. Voilà. C'est tout. Donc après, chacun trouve les motivations qu'il veut, mais moi je suis très, très mal à l'aise vis-à-vis des gens qui ont trouvé des grandes raisons humanitaires, je sais pas quoi, mode liberté, tout ça, parce qu'aujourd'hui que tout s'est écroulé, ils disent quoi aux familles? Mais en fait, à travers l'exemple que je te donnais il y a un instant, ça me semble pas du tout incompatible avec ce que tu dis. C'est-à-dire que ce qui a le plus surpris en fait la personne qui interrogeait, c'était de voir qu'il n'y avait pas de réponse. C'est-à-dire que finalement la personne en face ne savait pas pourquoi elle faisait les choses. Et ta réponse, elle montre que tu t'étais posé la question en fait, parce que effectivement, ça faisait partie de tes responsabilités. Oui. Bah, surtout quand tu y retournes plusieurs fois. Et puis entre l'Afghan, il y a d'autres choses. La vie, elle se résume pas à ça. Il y a d'autres choses à côté. Mais quand forcément, tu te poses des questions. Mais les questions, en fait, si t'es pas capable de répondre à tes questions, c'est soit qu'elle est mauvaise, soit t'as pas la réponse. Voilà. Après, chacun apporte la réponse qu'il veut. Moi, je juge pas les questions. Je juge pas les réponses. Il y a des réponses qui me rendent mal à l'aise. Toutes les grandes théories, ça me rend mal à l'aise. Et puis, j'envie les gens qui ont des certitudes, quand même exceptionnelles, mais bon. Maintenant, moi, ma réponse, ça aurait été celle-là. Je ne fais pas ça, mais on nous a envoyé en Afghanistan, on était content d'y aller. Aujourd'hui, les mecs qui nous ont succédé, qui sont partis au Sahel, étaient contents d'aller au Sahel. Ça aurait été la Suède, on s'en fout. Le lieu, on s'en fout, en fait. C'est notre job. Et quand on veut plus faire ce job, on l'arrête, puis c'est tout. Et c'est un job passion. C'est pas comme un couvreur qui fait ça par dépit et qui tombe du toit et qui meurt. Non, ça n'a rien à voir. C'est un job passion. On fait ça parce qu'on est dans un monde parallèle, et d'ailleurs quand on en sort, on se rend compte qu'il est vraiment parallèle, ce monde. Il est hyper restreint, et voilà, et c'est notre monde. Et pour moi, vraiment la meilleure réponse, c'est celle des compagnes de Pierrepont et Bertoncello, qui disent ils n'auraient pas voulu être ailleurs. Voilà, leur place, elle était là. Voilà. Un mec qui est appelé par la foi, comme le père Ragné, là, qui était nageur de combat, qui est parti chez les trappistes, qui est décédé il y a pas longtemps. Lui, sa place, il est passé chez nageur de combat, c'était pas sa place, il est parti, il a fait père trappiste, et c'était sa place. Et ça s'explique ou ça s'explique pas? Sa place, elle est là, il considère que sa place est là, c'est tout. Et le nageur de combat, il considère que sa place, elle est au combat. Dans le nageur de combat, il y a combat. Voilà. Et il n'y a pas besoin de chercher les grandes motivations. Comme quoi, c'était pas une si mauvaise question, en fait. Non, c'est pas une mauvaise question. Mais si tu veux, ce qui est, je pense que il faut pas se perdre. Enfin, faut répondre ce qu'on pense, vraiment.
Et moi, je te dis, j'ai trouvé aucune motivation, supra, machin, gna, on se bat pas, on s'est jamais battu pour la France, mais l'Afghanistan, je suis désolé. Les talibans, ils ont jamais menacé la France. Que au Sahel ou en Syrie, on se bat pour la France, là, ok. Les talibans, ils ont jamais emmerdé personne. En fait, les talibans, déjà, la vallée d'à côté, ils savent même pas comment c'est. Celui qui c'est le conflit qui s'est transformé. C'est le conflit qui s'est, oui, non, mais, et initialement, c'est pas contre les talibans. Enfin, les talibans, c'est le magma dans lequel évolue Ben Laden. Et c'est terroriste. Mais les talibans, ils ont jamais emmerdé personne. Ils ont jamais traversé la frontière pour aller envahir l'Inde ou le Pakistan, les talibans. On peut s'interroger, savoir si effectivement, on sait pas, nous-mêmes, tu disais tout à l'heure, en fait, tu parlais du piège un petit peu de croire à son propre discours à un moment donné, et c'est peut-être un petit peu ça qui s'est passé. Ouais. C'est-à-dire qu'il a fallu à un moment donné justifier de devoir rester parce qu'on s'est senti une responsabilité qui peut-être n'existait pas, ou en tous les cas avait été mal envisagée, parce que effectivement, de toute manière, il y avait un rejet qui était attendu, qui était inévitable. De la et je pense que ce rejet, il a été vu, il a été dit, il a été écrit et il est remonté. Après, quand on veut pas voir la réalité qui remonte du terrain, ben on la voit pas. Bon, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe actuellement ailleurs, on ne veut pas voir de réalité du terrain. Donc en fait, c'est récurrent. Ouais. Mais qu'on dise pas, c'est une surprise. Ouais. Alors l'écroulement total en 15 jours, ça c'est une surprise. Mais le fait que c'était quand même assez bancal, quand on a des mecs qui se font tirer en faisant du sport par des mecs de l'armée nationale afghane sur les bases françaises, on se dit bien qu'il y a un petit problème quand même. Parenthèse, je suis en train de lire un bouquin qui est une histoire vraie sur un Américain qui s'appelle Jim Gantz, qui était un Special Force américain, Green Beret. Et donc le bouquin qui a été écrit par sa compagne, qui était une journaliste, qui a vécu avec lui en Afghanistan. Ah, ça doit être pas mal ça. Bon, disons qu'il y a une certaine polémique autour de sa manière d'avoir fait la guerre, etc. De sa manière d'avoir fait la guerre. Ouais, c'est un petit peu le colonel Kurtz de Apocalypse Now. Mais super intéressant. Le bouquin s'appelle American Spartan. Il est et d'ailleurs il s'était tatoué apparemment sur le bras, je sais pas, ou sur le corps, un casque de Spartiate. Un casque de Spartiate. Il avait une fascination pour les Spartiates. Et donc il avait pondu une théorie de la tâche d'huile. C'est-à-dire que pour lui, il fallait vivre avec les Afghans, les convaincre localement, et ensuite, une fois qu'on avait convaincu une tribu à un endroit, on passait à l'autre tribu, où on faisait ça en même temps, mais en coordination. Et ça a beaucoup plu au fameux, d'ailleurs, général McChrystal, ça a beaucoup plu à Petraeus, sauf que Petraeus Olson aussi, qui était le patron du SOCOM à l'époque, et McChrystal, ils étaient dans un rôle organique, ils n'étaient pas dans un rôle opérationnel. Si bien qu'ils ont poussé le mec pour qu'il parte en Afghanistan avec une équipe qui avait trié, il y avait une équipe qui était triée sur le volet. Et une fois qu'il arrive là-bas, il est accueilli par l'état-major des forces spéciales et qui voit pas du tout de cet œil-là. Et il dit attends, mais c'est nous tes patrons pour emploi, donc on fait ce qu'on veut de toi. Et en fait, ça se passe pas du tout comme prévu. Il arrive à force d'obstination à faire à peu près ce qu'il veut, mais pas avec une équipe de forces spéciales. En une journée, il doit former des mecs qui sont d'une unité conventionnelle et il les amène avec lui donc sur le territoire pour convaincre une population. C'est super intéressant. Mais c'est une autre manière de faire la guerre. L'aspect cinétique de la guerre, il est minime pour lui. Tout se joue en fait sur la relation avec la population, sur l'acceptabilité par la population, et le combat en fait. C'est juste un aboutissement où on élimine à chaque fois l'obstacle, mais c'est pas la recherche du combat, quoi. Et donc ça veut dire derrière toute une culture qui est complètement différente. C'est-à-dire que la recherche de la reconnaissance ne peut pas être traduite de la même manière. C'est pas par les breloques, c'est pas ce genre de choses. Le résultat est dans la durée, c'est-à-dire qu'on demande au mec, lui il reste pendant plus d'1 an sur place. Donc bon, la famille, tout ça, c'est même pas la peine. D'où cette relation avec ces journalistes qui est complètement étrange dans ce milieu. Enfin, super intéressant. Ouais, mais ça, enfin bon après, c'est pas de mon niveau, mais ça rappelle beaucoup l'armée française en Algérie. Voilà. On a vu comment ça s'est terminé. Et quand on voit comment ça s'est terminé l'Afghanistan, moi on m'a envoyé voir un mec à Géol. Donc on me dit bon, au fond d'Al-Assaï là, non pas d'Al-Assaï, d'Afghania. Afghania qui est un général
qui cherchait à faire un bon mot avait dit oh mais ce sont les jardins de Versailles, les jardins du Luxembourg au pied de la Fomme. En général français qui cherche à faire un bon mot. Voilà. Alors, à un moment ils me disent bon faut que t'ailles voir si le mec s'est pas retourné. Parce qu'ils faisaient une grosse manip humanito, civilo, militaire, machin, je sais pas quoi là. Et du coup, il y avait 200 mecs qui allaient débouler pour creuser des puits et mettre des écoles partout 2 semaines après, mais ils savaient pas si le mec s'était pas retourné et s'ils n'avaient pas être reçus comme embuscade. Retourné, ça veut dire qu'il était devenu... Il était avec nous, ouais. Tout à fait. Ouais. Ouais. Et donc, moi, on me dit, bah, tu prends ton groupe de mecs, puis tu vas voir si c'est pas retourné. Bon, ok, et s'il s'est retourné, je fais quoi? Bon, tu verras. Bon, ok, donc je vais voir le mec, et bon, finalement, il s'était pas retourné. Donc, c'est tant mieux pour moi. Mais ce mec-là, il fait quoi maintenant? Maintenant qu'on s'est tous barrés, là. Tu vois, ce mec-là. C'est un traître, quoi. Bah, je sais pas s'il est toujours vivant ou s'il a su se retourner encore un temps, tu vois. Et moi, je pense que la théorie de la tâche d'huile, alors je sais pas, moi je pense qu'on est vraiment hermétique à la culture arabienne, mais bon, je peux me tromper, hein. On est vraiment hermétique. Et qu'eux sont hermétiques à la nôtre, en tout cas. Donc je sais pas si ça peut marcher. Et puis, si ça marche et qu'on s'investit trop, bah, ça donne l'armée française en Algérie, on a vu comment ça termine. À la fois pour les militaires et pour les harkis. Et donc, je sais pas si c'est une bonne solution, ou alors, il faut vraiment que tout le monde rame dans le même sens, et soit sûr qu'on tiendra, quoi. En fait, la question de fond, c'est en fait quels sont les moyens pour gagner une guerre et à quel point est-ce qu'ils nous changent pas. Non, mais c'est quel est le but? Ouais. Est-ce qu'il y avait un but de guerre en Afghanistan? Mais qui a donné un but de guerre en Afghanistan? Si on prend l'exemple du Sahel, c'est un petit peu la même question. C'est toujours la même question. Quel est le but de guerre en Ukraine? De qui? Bah de qui déjà? Et de quoi? C'est de reprendre tout jusqu'à la Crimée, et si on n'y arrive pas on fait quoi? Et pour les Russes c'est de reprendre tout le pays ou... Enfin voilà. Et les buts de guerre ils sont jamais donnés. Le Sahel c'était quoi le but? J'en sais rien, parce qu'il y a un mec qui a dit si on arrive là on a gagné. Si on arrive là on a atteint le but et on passe à la phase suivante. Jamais. Moi j'ai jamais vu ça sur un conflit. J'ai jamais vu ça sur un conflit. Je reviens juste un petit peu en arrière sur une échelle un petit peu moins politique, mais le sujet il est juste passionnant parce qu'en fait on sent bien que les questions que se posent c'est savoir le Apocalypse Now pour ça le film est juste fantastique parce qu'il pose la question en plein, c'est-à-dire si on veut gagner la guerre en fait à quel point on se pervertit, on se corrompt et puis finalement on perd aussi la légitimité de ce qu'on voulait faire. Enfin, mais même sans parler de se corrompre, je pense pas que les officiers français soient corrompus tous. Non. Tu vois, mais en fait c'est je pense qu'il faut se préserver. Et si on veut se préserver, il faut rester dans la technique. Parce que sinon, si on s'implique trop, tu vois, à Brazza en 97, bon, ça défonçait, quand on a fait l'évacuation de ressortissants là, ça défonçait à l'arme lourde sur les quartiers. Il y a eu 20 000 morts dans l'été, quand même. Il y a eu 20 000 morts. Après, j'ai relu les bouquins, il y a eu 20 000 morts. Nous, on a participé à évacuer 5 000 mecs, et nous, on était isolés en plein cœur au CCF, au Centre culturel français. On était isolés, et il y a des gamins, qui sont venus se mettre le long du mur. Donc, ils ont creusé un trou. Ils se sont mis dans leur trou, et puis ils étaient le long du mur, on leur file à bouffer, machin. Donc, très bien, pendant cela, ça se découpe à coups de mortier, à coups de machette, bon, bref, c'est un vrai bordel. Eux, au moins, là, ils étaient 3-4 gamins de 10 ans max, et puis, bon, ils étaient isolés, mais au moins, ils avaient à bouffer, ils avaient de la flotte et tout. Ils se sentaient à l'abri, quoi, en fait. Ouais, ils étaient à l'abri, le temps qu'on soit était... Mais il fallait surtout pas s'attacher à ces gamins. Parce que de toute façon, on savait qu'on allait partir, on savait qu'on allait pas les mettre dans l'avion. Il fallait pas s'attacher. Il y a des mecs qui ont commencé à plus ou moins s'attacher. Non, ils sont là, on leur donne à manger, ça reste un geste technique. On ne s'attache pas. On peut pas récolter toute la misère du monde. Il y a des mecs qui rentraient de Bosnie, qui avaient adopté des gamins, des mecs qui machin, ou je sais pas quoi. Mais ça va les gars, là. On est des techniciens. On fait notre boulot de technicien. On ne s'attache pas. On vient, on part. C'est le tarif. Enfin, et je pense que c'est dans cette démarche-là qu'on se préserve. On évite d'avoir des états d'âme 20 ans après, de dire machin, Non, mais c'est ce que tu rappelles, en fait, c'est ce que tu dis rappelle, par exemple, ce que peuvent, je pense, ressentir des médecins qui, à la limite, peuvent même pas aider leurs patients s'il y a une trop grande implication. Mais bien sûr, il faut sans doute un peu d'empathie, mais surtout pas qu'ils s'impliquent. Mais pas trop d'implication. Ça reste un technicien. Ça reste un chirurgien technique, effectivement, devient plus compliqué. Ouais. Et je pense que et moi je suis très heureux. Alors pour avoir vu, en parlant de Brazza, nous on était venus pour la chute de Mobutu au Zaïre, quand Kabila arrive. Et donc on nous avait fait traverser parce qu'il y avait un char dans la résidence de l'ambassadeur français, donc il fallait des troupes pour... bon bref. Donc nous on arrive en renfort, on traverse le fleuve, on arrive en renfort, un groupe d'Uber, et on est resté là-bas 15 jours, 3 semaines.
Et puis après, on a rebasculé, puis on a enquillé sur l'opération Pélican. Et j'ai vu le correspondant là-bas, au téléphone, parce qu'on avait pas grand-chose à faire, au bout d'un moment, on était enfermé dans l'ambassade, dans la résidence de l'ambassadeur, on est ramené autour de la piscine, parce qu'il fallait pas qu'on s'allait sur l'intérieur, parce qu'on était des salles, autour de la piscine, à 10 mètres du fleuve, avec les moustiques de partout, mais ça dérangeait personne. Et je l'ai entendu au téléphone. J'ai entendu dire à un mec, mais vous vous démerdez maintenant, la France se désengage, le régime change, vous vous démerdez. Donc j'imagine que c'était un gars qui parlait à un de ses correspondants locaux, je ne sais quoi, et qu'il a laissé tomber comme une vieille chaussette. Et moi, je suis très content de n'avoir été qu'un technicien. Je me suis jamais impliqué, moi, dans un truc. Ni avec les locaux, ni avec les interprètes, ni avec quoi que ce soit. Et c'est une bonne façon de se préserver. Après, il faut des gens pour faire d'autres métiers. Et nous, notre métier, c'est un métier de technicien.